Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième rencontre concernant la modernisation de nos règles de gouvernance. Aujourd'hui, le but de la rencontre, c'est de répondre à vos questions, de vous faire part des commentaires qu'on a reçus. Et évidemment, vous allez pouvoir nous faire part de vos commentaires tout au cours de la présentation et poser également vos questions. Pour les questions, il y a deux méthodes. Il y avait la méthode du sondage, qu'on a reçu déjà des commentaires et questions, oui, effectivement, des commentaires et questions auxquels je vais répondre au cours des prochaines minutes. Et par la suite, je vais y aller avec les questions que vous allez poser. On vous demande d'utiliser le bouton là, Q&A que vous voyez sur l'application en dessous, Q.R pour questions et réponses, afin de poser vos questions. C'est par ce moyen-là qu'on va pouvoir répondre à vos questions et non pas par le chat, parce que c'est deux fonctions différentes. Alors, on n'utilisera pas le chat, on va utiliser le bouton questions et réponses. Alors, vous pouvez les faire tout au long de la présentation et à la fin de la présentation, c'est là que je vais répondre aux questions en direct. Alors, débutons. La présentation aujourd'hui, je vais faire un bref retour sur les principaux points de la modernisation. On va passer aux questions et commentaires déjà reçus et à la fin, les questions et commentaires en direct. Alors, le règlement général, vous allez voir, je vais descendre ça rapidement. Là. Dans le règlement général, l'inscription de la mission, la vision et les valeurs. On va avoir un processus accéléré d'adhésion des nouveaux membres. On a revu les compétences de l'Assemblée générale. Les comités locaux deviennent des sections locales. Et les compétences des sections locales ont été revues également et on préserve l'autonomie des sections locales. Le bureau de direction va être remplacé par un conseil d'administration où il y aura 7 administrateurs plutôt que 5. Il y aura des règles qui permettent une meilleure représentativité. On a modernisé également les compétences du conseil d'administration. Le comité de gestion, lui, devient le comité directeur et les comités permanents sont mieux définis. Alors là, le deuxième règlement, le règlement sur les élections et la nomination. Alors, des règles misant sur la transparence, l'équité et l'implication des membres. Un processus électoral qui se fait avant l'Assemblée générale. Tous les membres seront appelés à voter. Il y aura la nomination d'un président d'élection et le processus électoral, lui, va se faire en septembre et octobre avant l'Assemblée générale. L'élection, il y aura élection à la présidence du conseil d'administration et élection à des postes d'administrateurs sans égard au titre d'officier. Donc, les gens qui vont se présenter comme administrateurs, ce ne sera pas comme président, vice-président, secrétaire, trésorier. C'est le conseil d'administration qui va déterminer les postes des officiers autres que le président du conseil d'administration. Et un processus prévu et transparent en cas de poste vacant. Alors, ça donnerait ceci comme constitution pour le conseil d'administration, le président du CA, 4 administrateurs élus, un administrateur complémentaire et enfin un administrateur externe. L'administrateur complémentaire, c'est un administrateur, c'est un membre qui permet de compléter l'équipe des élus en misant sur une représentativité améliorée. Exemple, soit le genre, l'âge, le type de collège ou d'autres modalités. L'administrateur externe, ce qu'on appelle la cooptation, alors ça permet de compléter l'équipe des élus en misant sur les compétences qui sont moins présentes. C'est une tendance en gouvernance et ça permet aussi d'avoir quelqu'un qui pense autrement puisque l'administrateur externe ne provient pas du réseau des collèges et n'est pas membre de l'association. Alors, on a vu tantôt à quoi ressemblerait le conseil d'administration. Dans le processus, on vous demande également de nous signifier quelle est votre préférence, à savoir, est-ce que vous préférez que les administrateurs soient élus sans égard à leurs fonctions ou encore que l'on regroupe les fonctions en 4 groupes et qu'il y a un représentant par groupe et les groupes étant définis comme suit. Le groupe A, ce sont les cadres de gérance. Groupe B, coordination et direction adjointe de services. Groupe C, direction adjointe des études. Et enfin, le groupe D, direction de services. Enfin, le règlement sur la gestion financière. Alors, les principes, c'est le respect de la capacité de payer des membres, une gestion rigoureuse des fonds,
le maintien de moyens raisonnables pour la défense de nos droits collectifs et individuels, de favoriser le développement professionnel et d'assurer une reddition de comptes efficiente. Alors, on voit que le droit d'entrée serait prélevé automatiquement, que la cotisation régulière serait prévisible parce qu'elle serait inscrite au règlement sur la gestion financière et il y aurait l'obligation pour le conseil d'administration de présenter un budget équilibré. Les fonds, alors le premier fonds, c'est le fonds d'administration générale. Alors, c'est notre fonds de roulement, c'est notre coussin pour les imprévus. Alors, la cible du fonds d'administration générale, parce qu'un des buts du règlement sur la gestion financière, c'était justement de venir baliser la gestion des fonds à l'association, les surplus. Donc, c'est une question qui revenait constamment en Assemblée générale, donc c'est un des buts. Alors, la cible du fonds d'administration générale, c'est la cotisation des membres fois 25 %. Le deuxième fonds, qui est le fonds de défense professionnelle, alors c'est le fonds pour défendre nos droits collectifs et individuels, c'est notre meilleure police d'assurance. Et la cible de ce fonds-là, c'est la cotisation des membres fois 50 %. On a vu également que la cible, évidemment, qui est à 100 %, on se donne une marge de manœuvre. Tant qu'on est à l'intérieur de entre 75 % et 125 % de la cible, on se retrouve dans ce qu'on appelle la zone de pleine capitalisation. Si on est à plus de 125 %, on est dans la zone de surcapitalisation, donc ça devra générer une ristourne aux membres. Et si on est en bas de 75 %, on sera en zone de sous-capitalisation, ce qui va générer à ce moment-là l'augmentation de la cotisation. Alors, un exemple, pour le fonds d'administration générale, la cotisation des membres est d'environ 1 million de dollars. La cible du fonds à ce moment-là serait de 250 000. La zone de pleine capitalisation entre 187 500 et 312 500 dollars. On serait sous-capitalisé si on n'atteint pas les 187 500 dollars et on serait surcapitalisé si on dépassait le 312 500 dollars. Pour le fonds le fonds de défense professionnelle, c'est le même principe, avec évidemment des chiffres qui sont différents, puisque la cible du fonds, elle, serait de 500 000 dollars. Et une fois qu'on a tout dit ça, au 30 juin 2018, les deux fonds seront en surcapitalisation et il y a une ristourne qui serait versée pour l'excédent qui serait d'environ 300 000 dollars. Alors, le troisième fonds, c'est le fonds de développement professionnel. Ce n'est pas un fonds qui est capitalisé de la même façon que les deux fonds précédents. Alors, ce fonds-là est constitué à partir du fruit de la fermeture du CPFC là, qui va être effective le 30 juin prochain. Alors, ça vise à offrir des formations gratuites ou à moindre coût pour les membres, plus d'offres de services en région et dans les cégeps anglophones. Ce fonds ne requiert jamais de nouvelle entrée d'argent et le montant de départ serait d'environ 400 000 $. Et on vient mettre une balise là, que le CA pourrait dépenser jusqu'à 5 % de ce fonds par année. Et évidemment, avec les placements qu'on va faire dans ce fonds-là, les rendements qu'on va obtenir, on espère maintenir sa capitalisation autour des 400 000 $. On parle également de la gestion financière des sections locales. Chaque section locale va avoir le choix d'établir une cotisation professionnelle ou non. Alors, s'il y a une cotisation professionnelle qui est établie, elle devient déductible d'impôt, mais sujette à des règles fiscales. Et une section locale peut également instituer une autre cotisation qui, elle, ne serait soumise à aucune règle et qui ne donne aucun avantage fiscal. On a parlé de dispositions transitoires parce que, évidemment, si on fait des changements comme ceux-là lors de l'Assemblée générale du 7 novembre prochain, alors comment on procède pour les changements? Alors, si c'était adopté à l'Assemblée générale, le mandat des élus actuels serait prolongé jusqu'au 13 décembre 2018. Le processus électoral serait enclenché exceptionnellement après l'AG, donc du 13 novembre au 13 décembre. Et on ferait le dévoilement des résultats et l'entrée en fonction du premier conseil d'administration le 14 décembre 2018. On avait vu également le calendrier de travail pour la modernisation de nos règles de gouvernance.
Alors, on a fait une première présentation le 17 mai. Aujourd'hui, on fait une première séance pour les questions-réponses commentaires. On va faire la même chose le 30 août. Et le 5 septembre, ce sera la fin de la période de consultation. Vers la mi-septembre, le conseil d'administration va vous proposer, va divulguer les versions finales qui seront soumises au vote à l'Assemblée générale le 7 novembre. Ce qu'on mentionnait également, c'est que c'est important de participer au processus de consultation parce que c'est à ce moment-ci que c'est le temps de discuter de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça, parce qu'à l'Assemblée générale du 7 novembre, on ne réécrira pas les textes lors de cette assemblée-là. On va tout simplement accepter ou ne pas accepter les projets qui sont sur la table à ce moment-là. Les documents, tous les documents sont disponibles sur notre site. Il y a beaucoup de documents qui sont disponibles. Les présentations vidéo, la présentation vidéo d'aujourd'hui va être disponible probablement dans le courant de la semaine. La présentation PowerPoint d'aujourd'hui va être également disponible plus tard aujourd'hui, de même que tous les autres documents pertinents. Alors, on a reçu des commentaires. Dans un premier temps, un commentaire général sur l'ensemble du processus. Donc, mon commentaire n'est pas lié avec le règlement général, mais plutôt avec l'exercice global. Je comprends bien la démarche et j'imagine que l'objectif est d'être aligné pour que le tout soit approuvé à l'AGA de novembre 2018. N'empêche, étant en pleine fin de session et pour plusieurs en préparation intense de travaux cet été, la participation à la présentation la semaine dernière n'a pas été significative chez nous. Je ne sais pas quel genre de taux de réponse vous obtiendrez pour la période de questions-réponses la semaine prochaine, donc celle d'aujourd'hui. Je crois que il y avait une diapositive qui n'était pas au bon endroit. Je me questionne également quant à la date choisie du 30 août, étant donné que cela se trouve à être la deuxième semaine de cours et que pour plusieurs, c'est une période d'activité accrue. J'imagine qu'il n'y a pas de timing idéal et que vous avez choisi le meilleur compromis possible afin d'être prêt pour présenter le tout à l'Assemblée générale. Effectivement, c'est difficile de trouver des moments qui vont convenir à tout le monde lorsqu'on fait une telle opération. Ce qu'on a voulu, par contre, c'était de rendre les documents disponibles et les présentations le plus rapidement possible. Ce qu'on espère, c'est qu'entre la présentation d'il y a 2 semaines et le 30 août, que vous ayez eu l'occasion d'en discuter à travers les comités locaux. On sait qu'il y a beaucoup de comités locaux qui font une rencontre pré-estivale au cours du mois de juin. Donc, c'est un peu pour ça qu'on espère que vous allez avoir l'occasion de discuter de ces sujets-là. Évidemment, on ne s'attend pas, là, on va être très honnête, ce n'est pas le genre de démarche là, où on va avoir 700-800 personnes là, qui vont s'intéresser à ces choses-là, mais on espère quand même que chaque comité local aura l'occasion d'y mettre son grain de sel et de nous faire part de ses commentaires. Mais oui, on est conscient évidemment de la charge de travail que vous avez, mais on espère en tout cas là, que malgré tout, là, tout le monde aura eu l'occasion, en tout cas ceux qui le désirent, d'approfondir un peu leur connaissance quant au règlement général et aux modifications proposées. Le deuxième commentaire, celui que vous avez vu tantôt, alors quelqu'un qui trouve que c'est vraiment bien la refonte du règlement, que c'est un beau travail, merci. Sur le règlement sur les élections et les nominations, alors pour les 2 formats de proposition du CA, les membres semblent en majorité favorables à la proposition B, donc par groupe. Ce commentaire-là, on l'a reçu 2 fois. 3 fois, mais vous allez le voir apparaître une 2e fois. On le voit ici, donc toujours sur le règlement sur les élections et les nominations, je préfère une représentation des 4 groupes de gestion. Je crois également qu'une répartition géographique pourrait être intéressante. Le contexte variant significativement d'une région à l'autre, par exemple, certaines régions sont en croissance alors que d'autres sont en mode survie. L'impact sur les cadres est donc différent. Alors, toujours sur le règlement sur les élections, je trouvais intéressante l'idée de tenir le processus électoral avant l'Assemblée et de permettre à tous les membres de voter plutôt que les représentants, que seuls les représentants à l'Assemblée générale annuelle puissent le faire. Bien que la proposition de représentativité par les diverses catégories d'emploi soit bonne, cadre de gérance, cours d'eau, direction adjointe, direction, je suggère que l'administration complémentaire soit dédiée pour la représentativité
des collèges ayant différents campus ou sites à gérer, car la dynamique n'est pas la même qu'avec un seul site à gérer. Toujours sur le règlement sur le... pardon, on est maintenant rendu au règlement sur la gestion financière, les commentaires reçus. Je trouve qu'enfin, nos questions sont entendues concernant les sommes accumulées. Cette question qui se présente régulièrement à chaque année à l'Assemblée générale annuelle devrait éventuellement être chose du passé. Si cette proposition est adoptée, se doter de balises claires comme suggéré est, à mon avis, une excellente idée. Toujours commentaire sur la gestion financière. Je trouve que c'est une excellente idée de ne plus devoir percevoir le 5 $ de droit d'entrée et que le 1 $ soit pris automatiquement à partir de la première cotisation automatique prise sur la paie. Je crois que cela simplifiera le travail de plusieurs personnes. En fait, c'est beaucoup le travail des présidents de comités locaux qui va être facilité par ça, parce qu'effectivement, il fallait percevoir un droit de 5 $. Donc, ramasser des chèques, des billets de 5 $, nous envoyer ça par la poste. Alors, les règles faisant en sorte maintenant que la cotisation ne serait que 1 $ et qu'elle serait finalement prise à même la première cotisation, va venir effectivement simplifier les choses grandement pour tout le monde. Et pour nous également, là, ici, au siège social, évidemment. On passe maintenant à la section des questions reçues. Alors, sur le règlement sur les élections et les nominations, qu'est-ce qui arrive s'il y a égalité des votes lors des élections? Alors, la réponse, le président d'élection va être chargé d'établir les règles relatives au scrutin. Alors, cette question-là va faire partie des choses où le président d'élection va devoir statuer sur ce type de questions-là. Toujours sur le règlement sur les élections et nominations. Alors, pour la transition du mode d'élection, est-ce que les administrateurs en poste seront tous en élection ou seulement ceux dont le mandat se termine? Alors, c'est seulement ceux dont le mandat se termine, les membres actuels du bureau de direction qui ont été élus et dont le mandat ne vient pas à échéance cette année vont poursuivre leur mandat. Alors, ce n'est qu'à l'élection de 2019 qu'ils intégreront le nouveau processus électoral. Par contre, pour ceux, évidemment, que leur mandat vient à échéance cette année, à ce moment-là, c'est le nouveau processus qui s'appliquera. Alors, autre question sur la gestion financière. Est-ce que les deux fonds peuvent communiquer, vase communicant, s'il y a surcapitalisation dans l'un et sous-capitalisation dans l'autre avant une ristourne aux membres en fin d'année financière? Alors, la réponse, c'est à l'article 801 du règlement sur la gestion financière, l'interdépendance. Alors, le Fonds d'administration générale et le Fonds de défense professionnelle sont interdépendants. À la fin de l'année financière, la capitalisation de ces deux fonds est consolidée. Je l'ai illustré par un exemple. Alors, avant consolidation, si, par exemple, le Fonds d'administration générale était capitalisé à 60 %, donc il serait en sous-capitalisation, et que le Fonds de défense professionnelle était capitalisé, par exemple, à 150 %, il serait en surcapitalisation. Alors, vous comprendrez que ce ne serait pas logique de dire on va augmenter la cotisation à cause du Fonds d'administration générale, mais on va vous faire une ristourne à cause du Fonds de défense professionnelle. Alors, c'est pour ça qu'on va faire une consolidation. Alors, là, ici, on voit où se trouve la zone de pleine capitalisation. Donc, après la consolidation, l'ensemble des fonds se retrouverait à ce moment-là à 120 %. Pour ceux qui ont vu là, que ce n'est pas tout à fait la moyenne entre les deux, c'est parce que le Fonds de défense professionnelle vaut 2 fois plus que le Fonds d'administration générale. Donc, alors, l'ensemble de nos fonds se retrouverait à 120 % et on se retrouverait à ce moment-là dans la zone de pleine capitalisation. Il n'y aurait ni ristourne ni surcotisation. Autre question sur la gestion financière. Alors, la cotisation professionnelle locale, les dépenses admissibles, formation ou développement professionnel. Si le collège, il y a 4 questions, on va les passer une par une. Alors, la formation ou développement professionnel, si le collège organise une formation ou une rencontre annuelle et que la section locale désire payer un repas à ses membres, est-ce que cette dépense peut être considérée dans ce volet? La réponse est oui. Les dépenses raisonnables engendrées sont admissibles, à moins qu'elles puissent générer un avantage imposable, comme par exemple de payer le stationnement. La deuxième sous-question, au sujet de la défense des membres. À quoi servirait un fonds à cet égard alors que les membres sont défendus par la CCQ? Là, ici, on parle dans la section locale.
Alors, le règlement ne prévoit pas d'engranger des fonds pour la défense des membres par la section locale. Cependant, vous pourriez rembourser des frais encourus dans l'exercice de défense des droits des membres, sachant que, quand même, que normalement, c'est la CCQ qui les assume. La troisième sous-question sur les activités de réseautage, ce volet couvre quel type de dépenses? Alors, une activité de réseautage admissible, c'est une activité qui poursuit la mission de l'organisation, soit de favoriser les conditions d'emploi des cadres. Alors, ça inclut l'importance que les membres cultivent l'esprit de corps de l'organisation. Alors, c'est sûr qu'on peut organiser une activité de réseautage pour faire en sorte que les cadres se motivent entre eux sur, par exemple, les revendications de la CCQ, de discuter de sujets qui concernent l'association. Et à ce moment-là, effectivement, on va parler d'une activité de réseautage dont les dépenses sont admissibles. Et la quatrième sous-question, toute autre activité qui aurait été préalablement autorisée par l'association par écrit. Alors ici, on parle de quel type de dépenses qui pourrait se voir autorisées et quel est le mécanisme d'autorisation. Ben, comme exemple, valider qu'une formation est bel et bien en lien avec les buts de l'organisation. Alors ça fait partie des choses que vous pourriez soumettre pour vous assurer qu'on est à l'intérieur des règles fiscales. On dit simplement une demande par écrit, là, un courriel là, au siège social va suffire, là, évidemment, avant l'activité et non pas après l'activité. Autre question reçue sur la gestion financière. La ristourne sera faite sur quelle base tiendra compte de l'ancienneté des membres? Alors, pour la ristourne, elle va faire l'objet d'une proposition en Assemblée générale. On travaille présentement sur un projet qui va tenir compte effectivement de l'ancienneté des membres. On est toujours sur la gestion financière, sachant que les cotisations des membres sont déductibles d'impôts sur la déclaration d'impôt personnel des membres. Quel serait l'impact fiscal d'une ristourne? Bien, je pense que vous le devinez. Alors, la ristourne est effectivement imposable. Alors, on est en train de faire les vérifications avec notre auditeur sur la façon qu'on va pouvoir procéder pour la remise. Alors, autre question sur les activités de réseautage. Je suis d'accord avec le principe de limiter ce genre de dépenses versus la fiscalité, mais en lien avec les cotisations prélevées. Ainsi, si la section locale demande une cotisation de 100 $ par membre annuellement, mais qu'elle a des surplus une année et qu'elle désire rééquilibrer le budget, elle pourrait utiliser ce surplus pour des activités de réseautage qui sont très souhaitables, surtout pour les collèges ayant plusieurs sites. En fait, c'est le même principe qui s'applique pour toutes les activités de réseautage. L'activité doit servir le but de l'organisation, mais évidemment, il faut comprendre qu'une section locale ne peut pas ne faire que organiser des activités de réseautage. Elle doit faire aussi d'autres choses. Donc, tout est une question de logique. Alors, c'était la dernière question qu'on avait reçue. Ça nous amène maintenant aux questions que vous pourriez être intéressés de nous poser. Alors, pour ça, je vous invite à utiliser la fonction Q&A que vous voyez sur votre application ou sur le site web. Évidemment, ben là, on va y aller avec les questions au fur et à mesure où elles nous parviendront. Mais je vous mentionne, et c'est très important, qu'après la présentation d'aujourd'hui, il va être encore possible de poser vos questions par l'outil de sondage qu'il y a sur le site Internet. Et vous l'avez vu, là, c'est sûr que l'avantage, c'est que ça nous permet de préparer les réponses comme il faut et même de les préparer dans la présentation. Alors, on privilégie ce moyen-là. Et pour les gens qui vont nous poser des questions qui nécessiteraient une réponse rapide, on va vous répondre directement tout en gardant la question quand même pour la rendre publique lors de la prochaine présentation pour en faire bénéficier tous les membres. Donc, ça va nous permettre là, d'optimiser la consultation. Bon, une des questions, il faudrait préciser les types de représentation de l'administrateur externe. Je ne suis pas certain de comprendre la question, quel sens on voulait y donner.
Donc, peut-être si on pouvait nous préciser un peu qu'est-ce qu'on entend par quel type de représentation de l'administrateur externe, j'apprécierais pour être certain de bien répondre à la question. Autre question, pourquoi élire le président ou la présidente à part des autres administrateurs? Alors, c'est sûr que le poste de président du conseil d'administration est un poste quand même qui est plus significatif, qui comporte des responsabilités qui sont différentes des autres membres. Et c'est pour ça qu'on désire l'ouvrir vraiment de façon globale à tout le monde. Ce qu'on faisait quand même déjà présentement dans un sens, parce que même si c'était uniquement les délégués qui votaient, les gens votaient quand même pour une personne à un poste précis. Ce qu'on a voulu faire, surtout, ça a été d'enlever les autres officiers parce que le problème, c'est que, par exemple, si vous aviez le poste de premier vice-président qui se libérait, bien, ça faisait en sorte qu'il fallait ouvrir le poste de premier vice-président. Alors, ça fait bizarre de dire on va trouver une nouvelle recrue qui va devenir premier vice-président alors qu'on avait un deuxième vice-président. Donc, à partir du moment où les postes d'officiers, ce sont les gens du conseil d'administration qui les déterminent à l'interne, sauf pour le poste de président, bien, ça permet à ce moment-là de dire bien, on peut réorganiser, si on veut, les postes d'officiers à l'interne tout en gardant une certaine logique. Je poursuis. Avec une représentation par groupe, pouvez-vous nous décrire le processus de nomination? Alors, donc, ce ne sera pas un processus de nomination, ça va être un processus d'élection. Alors, ces gens-là sont élus, ne sont pas nommés. Alors, donc, s'il y a un poste vacant au groupe A, alors les postes de gérance, bien, on va dire aux gens qui occupent les fonctions dans cette catégorie-là, que s'ils désirent se présenter au conseil d'administration, bien, le poste dédié à ce type de fonction-là est ouvert et est admissible. Donc, on va inviter les gens à poser leur candidature. Par contre, ce sont tous les membres qui vont voter, même les membres des autres groupes vont voter quand même pour les candidats et candidates de ce groupe-là. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. OK, on a eu une précision par rapport à la première question, pardon, les types de représentation d'administrateurs externes. En fait, ce n'est pas l'administrateur externe, ça c'est l'administrateur complémentaire. Donc, l'administrateur complémentaire, les membres du conseil d'administration qui ont été élus vont vérifier la représentation des gens qui ont été élus. Je prends un exemple. Si on avait, suite aux élections, une trop forte majorité, par exemple, d'hommes ou uniquement des hommes qui seraient élus, bien, c'est sûr que probablement le premier critère qui viendrait à l'esprit des gens, c'est de dire, bien, il faut au moins qu'il y ait une femme au conseil d'administration. Si on avait, par exemple, que des gens qui ont été élus qui représentent des cégeps de grande taille, bien, on pourrait avoir la préoccupation de dire, on va aller chercher quelqu'un qui va représenter un cégep de plus petite taille, etc. Donc, c'est un peu le type de représentation. Pour l'administrateur externe, là, c'est une question de compétence. L'exemple que je donnais lors de la dernière présentation, c'est de dire, par exemple, si on n'a personne qui a des compétences, par exemple, financières, bien, on pourrait privilégier peut-être de choisir un administrateur externe qui pourrait être un comptable ou quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là pour venir compléter les compétences des gens qui ont été élus. Je passe à une autre question. Si une personne qui postule pour la présidence et qu'elle n'est pas élue, peut-elle se présenter comme administrateur? Oui, mais l'année suivante, parce que là, le processus d'élection, autant pour les administrateurs que pour la présidence, va se faire en même temps. Alors, on va voir, par exemple, si votre groupe, si admettons que vous privilégiez la représentation par groupe, alors si votre groupe est en élection cette année, bien, vous allez avoir 2 votes à exercer. En fait, que ce soit votre groupe ou pas, vous allez avoir 2 votes à exercer ou plus, parce que vous allez avoir à voter pour chacun des représentants des groupes, plus le poste de la présidence. Alors, vous allez avoir plusieurs votes à faire, mais évidemment, tout ça se fait en même temps.
ce qui veut dire que si vous n'êtes pas élu à la présidence, bien là, l'élection est terminée. Alors, il va falloir attendre soit l'année suivante, si c'est votre groupe qui est en élection, ou l'autre 2 ans plus tard, si à ce moment-là, ça se trouve être l'autre année. Est-ce que les nominations pour les administrateurs doivent provenir de représentants de sections locales ou de tout autre membre de la CCQ? Alors, c'est vraiment le processus électoral et vraiment pour les administrateurs, c'est ouvert à tout le monde. Ce ne sont pas uniquement les gens qui siègent, par exemple, à un exécutif local. C'est vraiment les 1000 quelques membres en règle qui sont admissibles pour tous les postes d'administrateurs, évidemment, sous réserve des groupes, là, si on y allait avec les groupes. Mais c'est vraiment, on n'a pas besoin d'être impliqué autrement. Donc, il me reste une question. Comment allez-vous baliser le nombre d'administrateurs provenant d'un même collège avec une structure par groupe? On ne peut pas le baliser, ça. Ça appartient, parce que c'est un processus électoral qui est vraiment, qui favorise la participation de tous. On ne peut pas dire, par exemple, à partir du moment où quelqu'un d'un cégep soumet sa candidature, que tout autre membre de ce cégep-là devient inadmissible. Alors, on fait toujours confiance, évidemment, à ce que j'appellerais l'intelligence des électeurs, de dire, ben, je pense qu'on va essayer quand même de ne pas élire des gens qui sont tous dans le même collège. Ce serait, je pense, un peu bizarre comme situation. Mais le processus électoral est ouvert à tout le monde. Alors, on ne peut pas dire qu'à partir du moment où on a reçu une candidature d'un collège, on ferme les livres pour ce collège-là. Non. C'est les membres qui vont choisir quels sont les gens qu'ils veulent avoir pour les représenter. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. On peut se donner encore quelques secondes pour voir si on en aurait d'autres. Je vous rappelle que ce que l'on souhaite, évidemment, c'est que, puis on le sait que, parce qu'on le voit à travers la façon que vous vous connectez et les commentaires verbaux qu'on reçoit, que vous êtes souvent regroupés à l'intérieur de votre collège pour écouter ces présentations-là, ce qu'on favorise beaucoup parce que ça vous permet d'échanger des fois immédiatement après la séance. Mais on souhaite effectivement qu'il y ait le plus d'échanges possible entre les membres pour venir augmenter, si on veut, la valeur ajoutée de ce processus de consultation-là. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais à travers les questions et les commentaires qu'on a reçus, bien, il y en a qui étaient à titre individuel, mais il y en a que c'était des questions qui ont été posées au nom de comités locaux. Comme on a précisé dans le questionnaire, on vous posait la question. Alors, écoutez, je n'ai pas de nouvelles questions. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions à partir de ce moment-ci, d'utiliser la fonction du sondage que l'on a mis sur le site Internet. Et comme je vous ai dit, on va vous répondre directement pour que vous ayez les réponses si jamais vous avez des rencontres de comités locaux, que vous ayez les réponses à fournir à ce moment-là. Et sinon, on va les reprendre de toute façon lors de la présentation du 30 août. Alors, je vous remercie beaucoup de votre participation d'aujourd'hui et je vous souhaite une bonne réflexion. Et pour ceux qu'on n'aura pas l'occasion de revoir, ben, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. Merci à tout le monde.